Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Afin de pouvoir évoquer le statut du bail commercial, d'envisager son évolution et d'en comprendre l'histoire, j'ai invité Pascal Jacot, directeur immobilier chez Fidal et avocat immobilier commercial inscrit au barreau de Paris. Bien sûr, nous parlerons du projet de loi de simplification de la loi économique, mais vous allez l'entendre, notre invité dépasse la simple actualité pour nous inviter à une réflexion plus profonde sur le sujet. Pascal Jacot, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Avant de parler de réforme du bail commercial, notamment avec ce projet de simplification de la vie économique qui sera débattu à l'Assemblée en juin, il me semble extrêmement judicieux de faire quelques rappels réglementaires, car depuis 1926, il s'en est passé bien des choses en ce domaine. Effectivement, en réalité, tout est parti de la création de richesses et de valeurs. On ne comprend pas le bail commercial si on l'appréhende de manière justement technique et juridique. Il faut partir sur la base qui est la finance, en fait, l'argent, le loyer. Et la difficulté était qu'on s'est aperçu au cours du 19e siècle que les locataires finissaient par créer de la vraie valeur dans leur boutique. Et évidemment, au moment du renouvellement, les propriétaires augmentaient de manière abusive les loyers pour profiter de cette richesse qui était créée, puisque le locataire, évidemment, ne pouvait pas partir sauf à renoncer entièrement à cette richesse. Et donc l'idée a été en 1926 de créer un droit au renouvellement. Il faut bien comprendre le contexte de l'époque, c'est le contexte de la création du fonds de commerce au sens juridique du terme, cette notion qui permet de créer justement un actif incorporel qui va valoriser les comptes des commerçants. Et pour protéger cet actif incorporel, le législateur institue ce droit au renouvellement qui va devenir d'ordre public parce qu'évidemment, les bailleurs vont tout de suite tenter de contourner ce droit. Et c'est le décret du 30 septembre 1953 qui régit encore aujourd'hui complètement la matière, puisque même si on fête cette année la loi de Pinel du 18 juin 2014, elle a modifié par retouche, si vous voulez, le statut, mais elle n'a pas fondamentalement modifié ce droit au renouvellement qui est le cœur même du bail commercial. Un statut qui bénéficie d'une exceptionnelle longévité aussi dans notre droit. Effectivement, parce que finalement, on est arrivé à quelque chose d'assez consensuel, c'est-à-dire que les propriétaires profitent aussi de toute manière un peu de cette valeur ajoutée des commerçants par le loyer, par les mécanismes de révision et de renouvellement du loyer. Et puis, en même temps, ça a permis effectivement le développement des réseaux, de la distribution, de tout ce qui a fait aujourd'hui le tissu commercial et qui, à l'époque, était, surtout dans les années effectivement 60-70, c'était florissant en France. Mais est-ce qu'un vieux monsieur, alors comme ce statut, correspond encore à la réalité du tissu économique de notre pays ? Plus vraiment à mon sens, pour plusieurs raisons. D'abord parce que fondamentalement, le commerce, évidemment, n'est plus celui du boutiquier qui était propriétaire de son fonds de commerce. Les réseaux de distribution sont eux-mêmes propriétaires d'un fonds de commerce et en fait, la personne qui exploite la boutique ne l'est pas nécessairement. Ça commence comme ça déjà sur la problématique de la notion de fonds. Ensuite, il a été aussi victime un petit peu de son succès puisqu'il a touché plein d'autres domaines d'activité, l'industrie, l'enseignement, tout ce qui est milieux médicaux, les bureaux, évidemment, administratifs. Tout ceci est régi aujourd'hui par le statut des baux commerciaux, alors qu'évidemment, il n'est pas forcément question de parler de fonds de commerce pour ces différentes activités. Donc, en réalité, il s'est un peu édulcoré. Et puis, parallèlement à ça, il ne faut pas oublier non plus l'avènement des centres commerciaux qui n'existaient pas en 1953 et qui ont fait qu'ils ont créé également un contrat très particulier, un contrat en centre commercial avec des mécanismes de loyer variable qui échappent complètement aux règles du statut des baux commerciaux. Donc, effectivement, il a besoin indéniablement aujourd'hui d'une refonte, on dirait, et peut-être effectivement d'une simplification, mais
Encore faut-il s'entendre sur le terme de simplification. Et est-ce qu'il y a aussi des questions d'actualité? Alors je pense par exemple à la question climatique qui va pouvoir aussi influer sur la manière de concevoir ce bail commercial? Totalement. Alors non seulement on s'aperçoit qu'effectivement la valeur verte ou la valeur de l'immobilier environnemental est fondamentale, y compris et touche aujourd'hui le commerce. On l'a vu avec le logement, avec la refonte du DPE et les interdictions de louer, mais aussi en matière commerciale, puisque on s'aperçoit que quand on regarde le tissu de tous les commerces un petit peu en France, eh ben, ils sont dans les zones les plus exposées aux risques climatiques. Évidemment, le renchérissement du coût de l'énergie et le décret tertiaire ont eu également une incidence forte aujourd'hui sur les baux commerciaux. Et donc, les problématiques environnementales sont effectivement aussi un élément tout à fait novateur, avec le numérique également et le développement de l'e-commerce qui aussi remet en cause un petit peu tous ces mécanismes un peu traditionnels de notre droit. À vous écouter, on comprend donc qu'une réforme du statut des baux commerciaux peut paraître nécessaire. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il faut une réforme globale, d'ampleur, ou bien est-ce que quelques ajustements pourraient suffire? Non, il faut une refonte globale, mais sans remettre en cause le principe de base qui est ce droit au renouvellement sur lequel aujourd'hui tous les acteurs, y compris les bailleurs, s'accordent. Ça, il faut... Au contraire, il est important de le consacrer encore davantage que ce qui n'est aujourd'hui, à mon sens. En revanche, parce qu'il y a trop de mécanismes dérogatoires, si vous voulez, qui pullulent et qui sont en dehors de toute réglementation et qui peuvent amener à des abus en termes de boutiques éphémères, de pop-up stores. Voilà. Mais pour en revenir sur la refonte globale du statut, je crois que le point central, c'est l'ordre public, en fait. C'est l'idée qui était fondamentale au moment du décret du 30 septembre 1953, qui est de dire le bail commercial doit rester un contrat, doit rester la libre négociation des parties. Maintenant, ça reste quand même un rapport de force entre des acteurs qui sont du côté bailleur de plus en plus financiarisés, de plus en plus institutionnalisés, et des enseignes qui sont amenées à relever d'autres défis, étant donné que ne serait-ce qu'en 20 ans, aujourd'hui, un mètre carré commercial produit 2 fois moins de chiffre d'affaires. Et donc, forcément, il y a des tensions financières extrêmement fortes au niveau des acteurs du commerce. Et c'est la raison pour laquelle une simple refonte par touche, comme on a pu connaître au moment de Pinel, laisse des trous dans la raquette, et qu'il est absolument nécessaire, à mon sens, de recentrer sur uniquement des dispositions d'ordre public auxquelles on ne devrait pas pouvoir renoncer et qui permettent d'équilibrer un petit peu les rapports et de faire en sorte que il n'y ait pas trop que ces tensions soient moins vives, on va dire. Voilà. Est-ce que penser ainsi permettrait de réduire le nombre de contentieux, par exemple, de grincements, de frictions, qui font la gloire du bail commercial aussi? Totalement, non, bien sûr, surtout qu'effectivement, les textes sont forcément un peu obscurs, sont très techniques, donnent lieu à de multiples interprétations. Souvent, la Cour de cassation laisse une grande marge de manœuvre à ces questions qu'elle considère un petit peu comme économiques au juge du fond. Et donc, on a des décisions qui partent effectivement dans tous les sens et sur lesquelles les juristes ont du mal à donner une synthèse et parfois à être pertinents. Et alors, je ne parle même pas des profanes où effectivement, là, ils sont souvent perdus sur les règles de révision du loyer, les mécanismes d'indexation. Enfin, les choses deviennent extrêmement techniques. Et c'est vrai que là, indéniablement, il y a un besoin aussi de clarification pour éviter les contentieux que vous évoquez, qui sont de très nombreux, effectivement. Même si on évoquera plus tard quelques exemples plus précis, de façon générale, la réforme du droit au bail qui va être en discussion à l'Assemblée, donc, vous semble-t-elle d'ambition suffisante pour répondre à toutes ces questions? Non, évidemment pas. Alors, il faut comprendre aussi que cette proposition de réforme est issue en fait des travaux du Conseil national du commerce, qui est une organisation, j'ai envie de dire, extrêmement large, où beaucoup d'acteurs sont présents et représentés, et où les idées fusent, sur lesquelles évidemment il y a très très peu d'accords et d'unanimité, sachant que le gouvernement cherche forcément
des réformes qui ne suscitent pas de contentieux sur ces points qui peuvent paraître un peu secondaires, faute de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, du coup, on a une réforme aujourd'hui qui parle juste d'un petit point de trésorerie. Alors certes, ça peut paraître un point important pour les commerçants notamment, mais en réalité, on s'aperçoit en rentrant dans les détails de cette réforme que non seulement ça concerne que la mensualisation du loyer et le montant du dépôt de garantie, mais qu'il y a plein de moyens de contourner d'ores et déjà le texte que prévoit le gouvernement. Donc ça sera forcément, à mon avis, à mon sens, une pierre dans l'eau, et ça ne changera absolument rien par rapport aux tensions que j'évoquais à l'instant. Je vais vous citer, il y a quelques mois, vous écriviez des lignes pleines, il me semble, de sincérité, et puis je dirais empreinte du vécu de l'avocat. Vous écriviez, le bail commercial étant par définition un contrat d'opposition entre propriété immobilière et propriété commerciale, il est vain de vouloir satisfaire tout le monde. En revanche, il est un point d'accord unanime, ce statut a besoin d'un nouvel équilibre, citant qu'il ait été trouvé en 1953. Puis ces quelques lignes forgées sur une pratique de 30 ans de la matière à défendre les preneurs comme les bailleurs y contribuaient. Alors où est-ce qu'il se trouve ce nouvel équilibre selon vous, et mis à part ce projet de réforme? À mon sens, il faut à la fois libéraliser un certain nombre de clauses qui n'ont plus besoin aujourd'hui d'être nécessairement sous l'angle du statut. Oui. Je pense qu'il faut libéraliser les possibilités de cession, de sous-location partielle. C'est vraiment essentiel que les locataires puissent vraiment avoir non pas un poids à leurs pieds à travers des engagements quand même de très longue durée, puisque un bail commercial c'est minimum 9 ans, et puissent du coup vraiment avoir un outil beaucoup plus souple et qui répond beaucoup plus à une réactivité nécessaire dans le commerce d'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, il est impératif, à mon sens, qu'on rééquilibre un petit peu les choses, notamment en matière de travaux, de charges, sur lesquels la réforme Pinel n'est pas allée assez loin. Et là aussi, il y aurait certainement un besoin de transparence et un besoin de clarté que les textes aujourd'hui ne permettent pas d'obtenir. Enfin, j'avouerai que là aussi, sur la durée de 9 ans, il y aurait peut-être quelque chose à faire, parce que c'est clair qu'à l'époque, pour créer une vraie valeur sur une boutique, il était nécessaire de disposer de temps. Aujourd'hui, avec les moyens de communication digitaux, avec les flux commerciaux et les flux de chalands que l'on peut connaître, indéniablement, on peut créer une valeur en beaucoup moins de temps et être piégé des fois sur des durées aussi longues. C'est pas forcément positif ni pour les bailleurs qui voient disparaître des locataires et qui sont en proie aujourd'hui à une vraie vacance des locaux, ni évidemment pour les locataires qui peuvent tomber en redressement judiciaire ou en liquidation. Et donc là aussi, il y aurait peut-être quelque chose à rééquilibrer pour permettre un petit peu à ce corset aujourd'hui du statut du beau commerciaux de se reconcentrer sur l'essentiel, qui est ce renouvellement et l'indemnité d'éviction que doit éventuellement verser le bailleur au moment s'il veut évincer son locataire. Voilà. J'aimerais qu'on évoque maintenant la question du loyer. La proposition de loi propose une mensualisation du paiement du loyer ainsi que le plafonnement des dépôts de garantie à 3 mois de loyer. Qu'en pensez-vous ? En fait, c'est une proposition étonnamment qui avait été formulée par les bailleurs dans le cadre du Conseil national du commerce, mais en contrepartie, ils avaient souhaité évidemment pouvoir permettre une acquisition de clauses résolutoires plus courtes, puisqu'aujourd'hui, ils sont obligés de respecter un délai impératif d'1 mois, et surtout de pouvoir aussi bénéficier de garanties complémentaires que la simple en contrepartie de cette mensualisation. Donc, je pense que c'est une mesure qui, sur l'idée et sur le principe, est pas mauvaise, mais évidemment, elle soulève de vraies difficultés sur les contrats en cours. C'était ma question d'après. Oui. Voilà. Et forcément, puisque évidemment, si vous voulez, un contrat, c'est un équilibre économique. Et si le locataire accepte des fois de payer un trimestre d'avance, c'est en contrepartie, il arrive à obtenir un certain nombre de mesures, comme une exonération de la taxe foncière ou voilà, d'autres avantages financiers. Et là, on remet en cause, évidemment, cet équilibre.
Or, il faut savoir en plus qu'en matière de bail commercial, quand vous commencez à remettre en cause un équilibre comme ça de manière ponctuelle, eh bien, ça peut se retourner à l'encontre des locataires, puisqu'au moment du renouvellement, ça peut être une cause de déplafonnement de leur loyer. Oui. Donc, en fait, le problème, c'est que quand on commence à toucher à ce statut par petites brides, on ne se rend pas nécessairement compte qu'on modifie en fait fondamentalement d'autres choses. Oui. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, à mon sens, il est nécessaire de le réformer de manière globale et pas par petites touches aussi nettes. Donc, on va voir comment ce texte va aussi sortir du Parlement, mais je suis certain, déjà, le Conseil d'État a limité pour le dépôt de garantie le fait que ça ne puisse pas s'appliquer aux contrats en cours. Et il est vraisemblable qu'on ait ce même sujet sur la mensualisation des loyers. Et on ne peut pas empêcher le gouvernement de rêver, puisqu'il a même communiqué en disant que cette restitution représenterait un mouvement de trésorerie de 2 milliards d'euros. C'est un peu politique, en fait. Totalement, parce qu'en réalité, ça ne se passera certainement pas comme ça. Et non, il faut être juriste pour savoir que le jeu des dominos dont vous avez parlé aura aussi sa force dans les négociations. Exactement. Alors c'est vrai que c'est tout le paradoxe. Moi, je vais vous donner un exemple avec justement Pinel, dont on va fêter les 10 ans, mais je crois que l'exemple il est assez probant pour les personnes qui ne connaissent pas forcément très bien le statut. La loi Pinel a souhaité qu'on interdise les durées fermes de baux et donc que le locataire puisse toujours résilier les fameux 3, 6, 9 ans. Or, en interdisant cela, ils ont laissé une porte ouverte qui est le bail de 10 ans. Et donc aujourd'hui, c'est généralisé, le bail d'une durée de 10 ans qui permet d'avoir une durée ferme. Donc, on le voit, en voulant protéger le locataire pour qu'il ne soit pas engagé sur une durée de plus de 3 ans, en réalité, il se retrouve engagé sur une durée de plus de 10 ans. Et c'est même pire que ça, c'est que par la durée de 10 ans, il déplafonne là aussi son loyer de manière automatique. Donc en réalité, c'est un double effet négatif pour le locataire. Donc on voit à quel point c'est effectivement compliqué en termes d'équilibre. Et parfois, le législateur n'a pas conscience qu'en touchant un domino, il fait, comme pour reprendre votre image, il modifie effectivement tout le jeu et il peut faire tomber tout l'équilibre. On va prendre un autre exemple, puisqu'il y a aussi d'autres mesures qui sont envisagées. Par exemple, les recours formés contre les autorisations d'exploitation commerciale devront désormais être formés par des concurrents justifiant d'un intérêt affecté de manière significative, directe et certaine pour avoir intérêt à agir contre une autorisation d'exploitation commerciale. Est-ce que ça, c'est une bonne mesure ? Alors, ces mesures qui arrivent de toute façon beaucoup trop tard. Si vous voulez, ça correspond, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus de projets de nouveaux centres commerciaux et d'installation d'exploitation commerciale, et que parallèlement, le législateur, par petites touches, enfin le gouvernement par petites touches réglementaires, fait en sorte qu'il y ait de moins en moins nécessité de demander ces fameuses autorisations d'exploitation commerciale dont on a vu depuis, puisqu'elles ont été instituées par la loi Royer en 1973. Donc on a quand même beaucoup de recul, et on a vu qu'en réalité, ça n'avait absolument pas affecté la possibilité de créer des commerces en périphérie ou de créer des centres commerciaux avec des hypermarchés qui venaient concurrencer les petits commerçants de centre-ville. Donc, à mon sens, là aussi, c'est une mesure qui malheureusement va avoir très très peu d'effet en pratique, mais qui correspond à cette tendance générale de vouloir limiter les recours d'urbanisme que l'on voit aussi pour les permis de construire. Et on en revient à notre première question, en fait, l'évolution du tissu économique en France et au fond, la difficulté aussi de produire des textes juridiques en adéquation avec cette évolution. Totalement. Et c'est pourquoi ? Parce que il y a une grande variété déjà. Il ne faut pas oublier que, comme je vous le disais, il y a plein d'activités, il y a plein d'acteurs qui ne sont pas du tout les mêmes, entre le bailleur qui est un retraité, qui investit, parfois un ancien commerçant qui investit dans des murs commerciaux pour toucher un loyer complémentaire à sa retraite, et une e-bail qui est membre du CAC 40. Évidemment, c'est pas du tout le même bailleur, et c'est pareil pour les locataires, entre la grosse enseigne Decathlon, pour pas la citer, ou d'autres, et le commerce de quartier de bouche
c'est pas du tout les mêmes enjeux. Et donc, forcément, je crois que c'est la raison pour laquelle, quand on regarde le statut en 1953, il y avait une dizaine d'articles. Aujourd'hui, il y en a plus de 60. Donc, en réalité, et uniquement sur la partie légale. Donc, on voit bien qu'on est arrivé à un millefeuille qui fait que les choses deviennent édulcorées. Ce qu'on a souhaité être vraiment dans le public ne l'est pas, ou on y renonce, ou on le contourne. Et de l'autre côté, on laisse faire des pans entiers de notre secteur économique en dehors de toute régulation et de tout équilibre. Donc, c'est finalement assez malsain parce que les acteurs ne comprennent pas pourquoi il y a de la liberté dans les centres commerciaux alors qu'il y a de la rigidité pour les boutiques de centre-ville, par exemple. Vous voyez, donc, c'est vraiment, à mon sens, aujourd'hui, très important que dans le contexte immobilier que l'on connaît tous, qui est quand même un contexte de crise et un contexte très compliqué, on puisse de nouveau donner de la valeur au droit au bail. Aujourd'hui, il n'y a plus de valeur de droit au bail quasiment, sauf quelques grosses artères parisiennes qui comme l'arbre, cachent entièrement la forêt. Et donc, c'est absolument vital qu'on ait une réforme d'ampleur qui permette aux acteurs économiques, encore une fois, de créer de la valeur qui est l'objet même de cette réglementation. J'ai une dernière question et je vais revenir sur votre expression du bail commercial qui est un contrat d'opposition entre propriété immobilière et propriété commerciale. Les propriétaires immobiliers français sont chahutés. La conjoncture n'est pas bonne, la fiscalité l'est encore moins. Est-ce qu'il était judicieux de les malmener plus encore avec cette réforme et notamment la mensualisation du loyer ? Non, sans doute pas. De toute façon, on voit bien que le gouvernement agit à contre-temps, y compris en matière de logement. Non, certes, vous avez raison. Maintenant, ou en matière, je pense aussi de location type Airbnb, de résidence hôtelière ou de résidence de tourisme saisonnier, on a forcément une réglementation qui va au contraire créer de nouveau des contraintes, alors qu'on a besoin indéniablement aujourd'hui de plus de liberté pour ces acteurs. Donc vous avez parfaitement raison. Maintenant, sincèrement, je crois qu'il ne faut pas non plus s'affoler pour cette mesure qui, moi, me paraît être qui sera certainement édulcorée par le Parlement. Et si elle n'est pas édulcorée par le Parlement, en pratique, elle aura des moyens, il y aura des moyens forcément d'éviter de la respecter ou entièrement. Et donc, je crois que pour les bailleurs aujourd'hui ont bien d'autres enjeux, notamment fiscaux, sur lesquels il faut, à mon sens, combattre, plutôt que sur cette mesure, encore une fois, qui est un épiphénomène. Merci Pascal Jacot d'être venu au micro partager votre expertise sur la question du bail commercial et puis à très bientôt peut-être. Merci Anne-Sandrine pour votre invitation.